Bonjour. Dans l'actualité de ce jour, nous revenons en détail sur un tournant majeur dans le conflit russo-ukrainien. Un changement de paradigme qui semble avoir pulvérisé l'intégralité de la stratégie militaire russe sur le champ de bataille. Ce que nous observons, c'est l'effondrement d'une doctrine de guerre historique face à une innovation technologique sans précédent menée par les forces ukrainiennes. Le président Vladimir Poutine avait pourtant une stratégie claire, une méthode simple, impitoyable, et qui avait fait ses preuves tout au long de l'histoire militaire de la Russie, la submersion par le nombre. Cette approche consistait à envoyer autant de soldats que possible sur la ligne de front, à saturer les défenses adverses par des vagues humaines incessantes pour épuiser l'adversaire et finir par briser ses lignes. Historiquement, la force de l'armée russe n'a jamais résidé dans sa technologie de pointe, mais dans ses ressources humaines. Dans cet approvisionnement apparemment illimité de soldats, utilisés vague après vague, sans relâche, sur tous les fronts. Cependant, une réalité nouvelle est devenue impossible à dissimuler lors des points presse quotidiens du Kremlin. Selon des données vérifiées et authentifiées par le ministère ukrainien de la Défense, des chiffres vertigineux ont été avancés concernant les pertes russes récentes. Une statistique en particulier marque une rupture historique. 96% des pertes russes récentes n'ont été infligées ni par l'infanterie ukrainienne, ni par son artillerie, ni par ses chars, mais par de petites machines, souvent invisibles, inaudibles, et que les forces russes ne parviennent pas à arrêter. La stratégie de Poutine est donc en lambeaux, et ce qu'il a brisé n'est pas une autre armée conventionnelle, mais l'armada de machines silencieuses de l'Ukraine, des dispositifs ne coûtant que quelques milliers de dollars l'unité. Les héros de cette transformation technologique et de cette innovation tactique sont les drones, et plus particulièrement la nouvelle génération de drones d'attaque propulsés par l'intelligence artificielle, comme le modèle Mars. La structure de ce drone, son avionique et les technologies qu'il embarque sont décrites comme stupéfiantes par les experts militaires. Ce drone est capable de voler à des vitesses très élevées et dispose d'une portée allant jusqu'à 60 km, ce qui lui permet de frapper non seulement les positions de première ligne, mais aussi, et c'est crucial, la logistique et les lignes d'approvisionnement russes loin derrière le front. Toutefois, sa caractéristique la plus redoutable, la plus dangereuse pour l'adversaire, n'est pas sa vitesse ou sa portée, mais son immunité totale face à la guerre électronique, ou EW, Electronic Warfare. Le signal du drone Mars ne peut pas être brouillé, car il ne reçoit pas de commande continue de la part d'un opérateur humain. Il vole de manière autonome. Utilisant l'intelligence artificielle embarquée, des cartes de terrain préchargées et des algorithmes de reconnaissance des menaces et des cibles, il sélectionne sa cible, se verrouille dessus et frappe de lui-même, sans intervention humaine finale. C'est un point critique, car Moscou a investi des milliards de dollars depuis des années dans le développement de systèmes de guerre électronique complexes, tels que le Kazuka ou le Pol 21. L'objectif unique de tous ces systèmes lourds et coûteux était de brouiller les signaux ennemis et de neutraliser les drones adverses. Mais la question fondamentale qui se pose aujourd'hui au commandement russe est la suivante. Comment brouiller un drone qui n'utilise aucun signal ? Comment arrêter une machine qui ne communique pas avec son opérateur ? Les analystes estiment qu'il ne s'agit pas seulement de l'effondrement du bouclier électronique russe, mais de l'effondrement complet de toute leur doctrine de guerre électronique. Et selon Kiev, ce n'est que le début, car l'arsenal technologique ukrainien s'approfondit et se diversifie de jour en jour. Tournons-nous maintenant vers un autre outil de cette révolution, le RAM-2X. Il s'agit d'une munition rôdeuse, basée sur la cellule du drone de reconnaissance Leleka 100, essentiellement un drone suicide qui peut patrouiller dans les airs. Sa motorisation électrique le rend extrêmement silencieux, rendant sa détection acoustique presque impossible jusqu'à son plongeon final vers la cible. Il peut rôder au-dessus d'une zone cible pendant environ 1 heure, attendant, observant, choisissant le moment opportun pour frapper. Il transporte une charge militaire de 3 kg, qui peut être explosive, thermobarique ou anti-blindage selon la mission. Lorsqu'un opérateur verrouille la cible, l'IA embarquée du drone prend le relais pour le plongeon final. Ainsi, même si les systèmes de guerre électronique russes parviennent à brouiller le signal dans les dernières secondes cruciales, le drone poursuit sa course et atteint sa cible de manière autonome. Son coût est également estimé à quelques milliers de dollars seulement. Pour bien comprendre la portée de cette asymétrie, il faut analyser la situation du point de vue de Moscou.
L'un des actifs les plus critiques et les plus coûteux protégeant la ligne de front russe est le système de défense aérienne Tor M2. Son prix unitaire dépasse les 25 millions de dollars. Ce système nécessite un équipage hautement qualifié, un réseau radar complexe et des stocks de missiles coûteux. Rendre une seule de ces unités opérationnelles au combat prend des mois de formation et de préparation. De plus, la chaîne de production est longue, les pièces de rechange sont limitées, et sous le régime des sanctions internationales, la fabrication de nouvelles unités devient chaque jour plus difficile. Pourtant, une machine ukrainienne coûtant quelques milliers de dollars transforme ce système de 25 millions de dollars en un tas de ferraille en une seule frappe. Et ce cas n'est pas isolé. L'Ukraine mène une véritable chasse au système thermobarique, au système de défense aérienne Pantsir et au complexe de missiles Buk, en utilisant exactement la même méthode asymétrique. Une unité ukrainienne, baptisée les Oiseaux de Magyar, a par exemple détruit un système Buk dans la région de Louhansk en une seule nuit, épuisant également les réserves de carburant et paralysant les centres logistiques russes. Mais pour les analystes, le véritable problème pour la Russie n'est pas tant la perte matérielle en soi, mais l'équation économique et industrielle. La Russie doit remplacer chacun de ces systèmes coûteux. Chaque perte représente des millions de dollars, des mois de production et du personnel qualifié dont la formation prend des années. L'Ukraine, de son côté, produit des centaines de ces drones d'attaque en quelques semaines, grâce à une production de masse à faible coût. Le contraste est saisissant. La Russie envoie des hommes, l'Ukraine envoie des machines. Un camp perd des millions de dollars et des actifs stratégiques difficiles à remplacer à chaque impact. L'autre perd des milliers de dollars et du matériel remplaçable en masse. Ce n'est plus un simple problème tactique. C'est décrit comme une asymétrie catastrophique pour Moscou. Et la situation s'aggrave quotidiennement. Si les drones tactiques sur la ligne de front représentent une dimension du conflit, l'Ukraine frappe désormais également la profondeur stratégique de la Russie. L'outil principal de cette stratégie à longue portée est le FP1, un drone d'attaque à aile fixe à sens unique, drone kamikaze, dont la portée dépasse les 1000 km. Construit en bois et en matériaux composites plastiques, sa signature radar est minimale, ce qui le rend difficile à détecter par les défenses aériennes russes. Il est conçu pour une production de masse rapide et peu coûteuse. Ces drones ne visent pas le front, mais le cœur industriel de la Russie, les raffineries de pétrole, les usines métallurgiques et les infrastructures énergétiques. L'objectif est clair, étouffer l'approvisionnement en carburant et en ressources qui alimentent la machine de guerre du Kremlin. La logique ukrainienne est implacable. Un bloc moteur en feu dans une usine à des milliers de kilomètres du front signifie un missile qui ne pourra pas être fabriqué ou lancé. Un missile qui n'est pas lancé signifie une position défensive ukrainienne qui n'est pas bombardée. Une position qui n'est pas détruite signifie un territoire qui ne sera pas perdu. L'Ukraine produit aujourd'hui de tels volumes de ces drones qu'elle peut lancer des attaques par essaim, saturant et épuisant les missiles défensifs russes coûteux des systèmes S-400 et Pantsir. Quelques drones sont inévitablement abattus lors de chaque attaque, mais quelques-uns parviennent toujours à passer à travers les mailles du filet. Et chaque drone qui passe brûle une infrastructure critique dont la réparation ou le remplacement prendra des années. Cette révolution technologique ukrainienne ne se limite pas au domaine terrestre ou aérien au-dessus des terres. L'arsenal naval de l'Ukraine s'est également renforcé. Les missiles antinavires suédois RBS-15, dont la livraison avait été évoquée il y a 2 ans, sont désormais actifs, une information confirmée publiquement pour la première fois. Ces missiles sont redoutables, car ils volent à seulement quelques mètres au-dessus des vagues en mode sea skimming, ce qui signifie que les radars russes ne peuvent les détecter que lorsqu'il est trop tard. Ils ont été spécifiquement conçus pour offrir une haute résistance au brouillage électronique, une réponse directe de la technologie suédoise aux capacités de guerre électronique russes. Et ces missiles sont déjà en action. Des images diffusées par la marine ukrainienne montrent qu'au moins 2 missiles RBS-15 ont frappé la plateforme pétrolière Sivash, située à environ 60 à 80 km au large des côtes de la Crimée, l'oblitérant totalement. La Russie utilisait cette plateforme de forage abandonnée non pas pour le pétrole, mais comme base pour la surveillance radar, la guerre électronique et la défense aérienne. L'Ukraine l'a rayée de la carte en une seule salve. Et l'attaque ne s'est pas arrêtée là.
La même nuit, des bateaux robotiques kamikazes, drones de surface et des drones FPV ont mené des opérations navales coordonnées. L'Ukraine déploie ces systèmes depuis des lanceurs côtiers mobiles, créant de fait une zone d'exclusion, une zone no-go pour les navires russes dans la mer Noire. Parallèlement, un autre élément émerge sur le théâtre d'opération, encore largement méconnu, les robots terrestres. Ces véhicules terrestres sans pilote, UGV, armés de mitrailleuses, peuvent actuellement servir sur la ligne de front pendant 45 jours sans interruption. Ils ne connaissent ni la fatigue, ni la peur et n'ont pas besoin de dormir. Les experts militaires ukrainiens projettent que les besoins en infanterie sur le front pourraient être réduits jusqu'à 30% d'ici la fin de cette année grâce à ces machines. Comme l'a résumé un expert, envoyer des robots, pas des gens. La réflexion stratégique derrière cette approche est profonde. L'actif le plus coûteux, le plus précieux et le plus irremplaçable de toute armée est l'être humain. Un soldat prend des années à former, ne peut pas être ramené à la vie lorsqu'il est perdu, a une famille et un moral qui peut se briser. L'Ukraine est en train de retirer progressivement les humains de la première ligne pour les remplacer par des machines. La Russie continue d'envoyer des hommes, tandis que l'Ukraine a besoin d'en envoyer de moins en moins chaque jour. C'est précisément là que réside la tragédie du régime russe dans ce conflit. Selon les registres vérifiés du ministre ukrainien de la transformation numérique et vice-premier ministre, Mikhailo Fedorov, sur les plus de 35 000 pertes russes confirmées au cours de la période récente, 96% ont été infligés par des véhicules aériens sans pilote. Ces chiffres ne sont pas des estimations approximatives. Ils s'appuient sur des données opérationnelles soutenues par des images vidéo, car presque chaque frappe est enregistrée par des drones équipés de caméras. En revanche, l'artillerie, les chars et les tirs d'infanterie, tous éléments constitutifs de la guerre classique, ne représentent combinés que 4% des pertes infligées. Ce ratio est une première absolue dans l'histoire de la guerre moderne. Du côté russe, la situation est vécue de manière dramatique. Selon le commandant en chef ukrainien, le général Oleksandr Syrsky, le nombre de sorties de drones ukrainiens a augmenté de 55% en mars par rapport au mois de février. Plus de 11 000 missions de combat sont exécutées quotidiennement par les forces ukrainiennes. Pour le seul mois de mars, plus de 150 000 cibles russes vérifiées ont été frappées. L'Ukraine ne se contente pas de produire plus de drones. Elle les fait voler plus souvent, frappe plus fréquemment et a mis en place une ligne de production dont la capacité croît chaque mois. Les analystes soulignent qu'il ne s'agit pas d'un pic temporaire, mais d'une escalade systématique et durable. L'impact sur le front russe est triple. Premièrement, on observe une paralysie logistique. Les lignes d'approvisionnement russes ne sont plus sûres. Les dépôts de carburant, les stocks de munitions et les centres de commandement situés jusqu'à 60 km derrière le front sont désormais à portée des drones propulsés par l'IA. Les renforts russes sont frappés avant même d'atteindre leur destination. Les convois de munitions sont détectés et ciblés avant même de se mettre en route. Les forces russes tentent de se déplacer de nuit, mais les drones équipés de vision nocturne les repèrent. Elles tentent des itinéraires alternatifs, mais des algorithmes alimentés par satellite calculent les changements d'itinéraire en quelques heures. Les commandants russes sont contraints de modifier constamment leurs lignes logistiques, et chaque changement entraîne des pertes de temps, du gaspillage de carburant et un chaos de coordination. Deuxièmement, on assiste à la faillite de la guerre électronique russe. Pendant des années, la Russie a positionné ses systèmes EW comme le bouclier impénétrable du front, avec des systèmes comme le Kasuga ou le Pol 21 coûtant des millions de dollars chacun. Leur but unique était de nettoyer le ciel en brouillant les signaux des drones ennemis. En 2022-2023 et même pendant une grande partie de 2024, cette stratégie a fonctionné. Les drones FPV standards de l'Ukraine tombaient face au brouillage, ne parvenaient pas à atteindre leur cible ou perdaient la connexion avec leurs opérateurs. Mais en 2025, quelque chose a fondamentalement changé. L'Ukraine a produit en masse des drones n'utilisant aucun signal externe. À partir de ce moment-là, des milliards de dollars d'investissement russe dans la guerre électronique se sont transformés en de simples presse-papier inutiles. Ce qui était possible sur le papier est devenu impossible dans la pratique face à l'autonomie de l'IA. Troisièmement, et c'est peut-être l'effet le plus dévastateur, on observe un effondrement psychologique chez les soldats russes. Savoir qu'une machine autonome vous chasse crée une peur d'une nature différente de celle d'un soldat humain. Les soldats russes savent que le ciel les observe en permanence. S'ils entrent dans un bunker, le drone les trouve.
S'ils se cachent sous des arbres, la caméra thermique les repère. S'ils se déplacent la nuit, la vision nocturne les suit. Des noms d'unités ukrainiennes comme les oiseaux de Magyar, l'unité d'élite CSOA, le groupe Phénix Lazare des gardes-frontières ou la 95e brigade d'assaut aérien sont désormais connus de chaque soldat russe. Ces unités sont devenues légendaires, et les légendes créent la terreur. Les messages interceptés du front reflètent ce sentiment de terreur. Des douleurs cervicales constantes à force de scruter le ciel, un réflexe de pétrification à chaque bourdonnement, une paranoïa constante d'être observé. Parfois, l'arme la plus lourde de la guerre n'est pas une balle ou un obus, c'est la peur. Et l'Ukraine mène actuellement l'une des campagnes de guerre psychologique les plus efficaces de l'histoire. Face à ce constat, la question cruciale est de savoir si Poutine a une réponse. La Russie peut-elle répliquer cette technologie ? En théorie, oui, car la Russie dispose de centres de recherche sur l'IA, de lignes de production de drones et d'ingénieurs qualifiés. Mais dans la pratique, la situation est bien différente, car le problème auquel Moscou est confronté est multidimensionnel. C'est décrit comme un piège à 3 niveaux. Le premier niveau est la crise des puces électroniques. Les drones propulsés par l'IA ne peuvent fonctionner sans micropuces avancées. Les technologies Nvidia, Raspberry Pi, Orange Pi sont toutes fabriquées en Occident ou en Asie, et les sanctions ont coupé ces chaînes d'approvisionnement vitales pour la Russie. Moscou ne peut actuellement accéder à ces puces avancées que par le biais de la contrebande, en quantité limitée et à des prix astronomiques. L'Ukraine, quant à elle, obtient les mêmes puces directement, légalement et en quantités illimitées. La ligne de départ de cette course technologique n'est donc pas égale. Le deuxième niveau est le fossé des données ou data gap. Ce qui rend l'IA puissante, ce n'est pas seulement l'algorithme, mais les données qui l'alimentent et l'entraînent. La Russie collecte ses propres données de champs de bataille, c'est vrai. Mais ce qui rend les données ukrainiennes uniques, c'est qu'elles sont analysées selon les normes de l'OTAN, partagées avec des partenaires occidentaux et continuellement améliorées. La Russie ne dispose d'aucun réseau de partenariat comparable pour affiner ses modèles d'IA. Le troisième niveau, et le plus critique, est le facteur temps. L'Ukraine teste ses technologies en conditions réelles de combat chaque jour, apprend de chaque test et intègre chaque leçon dans la production de la génération suivante en quelques semaines seulement. La Russie développe en laboratoire mais ne peut pas tester efficacement sur le terrain car les drones ukrainiens contrôlent le champ de bataille. Ainsi, au moment où la Russie trouvera une solution à la génération actuelle de drones ukrainiens, l'Ukraine aura déjà 2 générations d'avance. Les alliés de la Russie peuvent-ils aider ? La Chine dispose de la technologie de pointe en matière de drones, mais Pékin a jusqu'à présent évité un transfert technologique complet vers Moscou par crainte que les sanctions occidentales ne s'étendent à sa propre économie. La Corée du Nord envoie des soldats, mais envoyer des soldats signifie répéter exactement le problème que l'Ukraine a déjà résolu avec ses machines. Envoyer plus d'humains signifie simplement envoyer plus de cibles pour les drones ukrainiens. L'Iran fournit des drones Shahed, mais ils ne sont pas propulsés par l'IA. Ils sont vulnérables à la guerre électronique et représentent une technologie que l'Ukraine a déjà apprise à contrer et à surmonter. Aujourd'hui, les propres drones de l'Iran ne suffisent même plus dans sa propre sphère d'influence, et l'écart avec les drones ukrainiens se creuse chaque mois. Par conséquent, les options de Poutine semblent limitées. Soit gagner cette course technologique, ce qu'il est loin de faire actuellement, soit continuer d'envoyer plus de personnes, ce qui est précisément la stratégie en train d'échouer. Une troisième voie n'est pas en vue. Du point de vue de l'Ukraine, le tableau est très différent. Le président Zelensky a signé des accords d'armement avec plusieurs États du Golfe, dont l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et le Qatar. Ces pays n'achètent pas seulement des drones matériels, ils achètent la doctrine et l'expertise que l'Ukraine a développée au combat. Ils veulent apprendre à contrer les drones, à construire une défense multicouche et à utiliser l'IA sur le champ de bataille. Un pays qui suppliait pour obtenir des armes il y a 2 ans est en train de se transformer en un exportateur d'armes de haute technologie et de doctrine militaire. Et derrière cette transformation se cache une source unique, résumée en 2 mots, les données de guerre. Selon le ministre Fedorov, les drones ukrainiens ont mené 819 737 frappes vérifiées en 2025. Chacune d'entre elles est documentée par vidéo. La valeur de cet ensemble de données est jugée extraordinaire par les experts mondiaux de l'IA. Aucune simulation, aucun exercice militaire ne peut fournir un ensemble de données de cette ampleur,
collectés dans une guerre réelle contre un ennemi réel, dans des conditions réelles, sur une période de 2 ans et demi. Et c'est là que la véritable révolution émerge. À l'heure actuelle, les deux camps mènent des expériences sur la technologie des essaims de drones. Il s'agit de groupes de drones qui communiquent entre eux, sélectionnent des cibles de manière coordonnée et lancent des attaques synchronisées. Avec des centaines de milliers de drones dans le ciel au cours d'un mois donné, la prochaine étape logique est de connecter ces machines les unes aux autres. Et cela pourrait être rendu possible grâce à l'intelligence artificielle avancée. C'est actuellement le saint Graal de cette guerre technologique. L'Ukraine semble en tête dans cette course, car elle dispose à la fois de la technologie, des données massives pour entraîner l'IA, et surtout de la capacité de tester cette technologie en combat réel quotidiennement. Le monde observe cette transformation, et le monde achète cette expertise ukrainienne. Poutine a envoyé des centaines de milliers de soldats pour submerger l'Ukraine. L'Ukraine a construit un mur invisible et technologique devant le champ de bataille. Derrière ce mur, il n'y a plus d'humains en première ligne. Il y a des machines. Et ces machines deviennent plus intelligentes, plus rapides et plus meurtrières chaque mois. La Russie tente de gagner cette guerre par la puissance humaine, la force brute du nombre. L'Ukraine est en train de leur faire perdre la guerre sans utiliser d'humains en première ligne. L'évolution de la tactique russe témoigne de cette impasse. En 2022, ils attaquaient avec des colonnes de véhicules blindés qui ont été détruites, mais il y avait une progression territoriale. En 2024, face aux pertes, ils sont passés à l'utilisation de motos pour des attaques rapides, ce qui a fonctionné pendant un temps. En 2025, ils en ont été réduits à de petits groupes d'infiltration à pied, et survivre était une question de chance. En 2026, la vaste majorité ne parvient même pas à atteindre la ligne de front, stoppée en amont par l'armada de drones. Nous assistons à un changement fondamental dans la manière dont les guerres sont menées au XXIe siècle. Et le pays qui écrit ce changement est celui auquel personne ne donnait une chance il y a 2 ans et demi. Ce bouleversement ne concerne pas uniquement la Russie et l'Ukraine. Le tableau d'ensemble révèle non seulement comment les équilibres de pouvoir au Moyen-Orient sont en train de basculer, mais aussi comment la sécurité énergétique mondiale et les structures d'alliance sont remodelées par cette technologie. Il ne s'agit pas simplement d'un mouvement technologique de l'Ukraine pour contrer des technologies partagées par l'Iran avec la Russie, mais d'un coup d'échec stratégique qui secoue l'architecture de sécurité mondiale. Analysons tout d'abord la stratégie de diplomatie de troc que l'Ukraine a établie grâce à l'exportation de cette technologie. L'Ukraine ne reçoit pas seulement de l'argent en échange des systèmes qu'elle vend aux pays du Golfe. L'objectif principal de Kiev est de protéger son propre espace aérien contre les missiles hypersoniques russes avancés tels que le Kinzhal ou l'Iskander. Or, les pays du Golfe ont acheté au fil des ans d'énormes stocks de missiles intercepteurs patriotes américains, les PAC-2 et PAC-3. Grâce aux boucliers de drones à bas coût proposés par l'Ukraine pour contrer les menaces régionales, notamment celles liées aux technologies iraniennes similaires à celles utilisées par la Russie, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis n'ont plus besoin d'utiliser ces missiles patriotes extrêmement coûteux contre des drones de type Shahed. Ces missiles patriotes critiques, qui seraient autrement stockés ou utilisés contre des menaces de moindre valeur, sont redirigés vers le front ukrainien par le biais d'accords trilatéraux et d'arrangements d'échange, swap. Les analystes qualifient cela de chef-d'œuvre diplomatique ukrainien et de coups dévastateurs portés à la supériorité aérienne russe. Enfin, il faut examiner l'impact macroéconomique de cette barrière technologique sur l'économie mondiale. Par le passé, des attaques contre des installations pétrolières, comme celle d'Abqaiq en Arabie Saoudite, avaient fait grimper les prix du pétrole à des niveaux historiques du jour au lendemain, créant des pressions inflationnistes mondiales. Les menaces pesant sur les artères énergétiques du Golfe planaient sur l'économie mondiale. La défense par essaim de drones fournie par l'Ukraine a brisé cette menace en sécurisant les installations de géants comme Saudi Aramco. Alors que l'infrastructure de production d'énergie du Golfe gagne en immunité contre les drones, la stabilité de l'approvisionnement mondial en pétrole est maintenue et la prime de risque sur les prix du pétrole brut, Brent, diminue. Dans ce contexte, l'Ukraine agit comme un bouclier invisible, protégeant indirectement non seulement le Moyen-Orient, mais aussi les chaînes d'approvisionnement énergétique de l'Europe et du reste du monde. En conclusion, le champ de bataille ukrainien, qui a vu émerger de nouvelles menaces, exporte désormais la solution à ces menaces vers le monde entier.
Pendant la guerre du Golfe de 1991, le déploiement des missiles américains Patriot pour contrer les missiles Scud de Saddam Hussein avait cimenté l'hégémonie de Washington au Moyen-Orient pour 30 ans. Aujourd'hui, les Scud ont été remplacés par des drones de type Shahed et les Patriots sont complétés par les intercepteurs ukrainiens Sting et FP1. L'histoire semble se répéter, mais cette fois ce n'est pas Washington qui établit une nouvelle donne, mais Kiev, qui, grâce à son génie technologique et à sa doctrine militaire éprouvée au combat, met en échec les stratégies conventionnelles basées sur la masse. L'innovation technologique semble avoir remporté une victoire absolue sur la force brute.